voilà, nous on n'a rien à vous cacher et on veut que vous participiez, on veut que vous nous donniez des inputs entre guillemets et qu'on puisse créer cette culture d'entreprise ensemble. Et donc c'est ce que Fanny Walter, qui est avec nous, intervient dans les entreprises et elle va nous expliquer un petit peu exactement en quoi ça consiste. Donc effectivement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le dirigeant a besoin d'avoir un déclic pour aller dans un autre mode de fonctionnement. Et ensuite, il a besoin d'avoir des salariés qui sont convaincus de cette approche innovante et cette approche basée sur l'humain et beaucoup moins dans le contrôle. Donc voilà, il y a ce premier aspect-là. Et moi, ce déclic, je l'ai eu en vivant 5 ans en Inde, parce qu'ils vivent complètement différemment. Et donc, ça a été l'occasion pour moi d'expérimenter, de développer le sujet de la confiance. Donc ça, c'est un premier aspect. Et sinon, le deuxième aspect, donc quand je suis rentrée en France, eh bien, j'ai eu la chance de revenir dans toute la communauté agile au niveau de l'informatique et par extension l'agilité des organisations. Et j'ai découvert l'association MOM 21, qui veut dire Mouvement pour les organisations et le management du 21e siècle. Et en fait, c'est une association nationale qui promeut les entreprises libérées ou plus largement toutes les entreprises qui vont dans cette dynamique d'innovation managériale. Donc on peut parler d'entreprises humanistes, d'entreprises basées sur l'humain, d'entreprises responsabilisantes. Voilà, il y a plein de termes qui peuvent être employés. Et l'objectif de cette association, c'est dans un premier temps de témoigner. Donc on a des dirigeants en fait dans notre association qui sont là pour témoigner comme quoi oui, c'est possible de fonctionner autrement. Parce que en fait, on peut avoir cet idéal, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a tous reçu par notre éducation, par la culture française, on a quand même tous reçu très fortement cette ambiance de top-down. Et même si on est convaincu et même si on a envie d'aller vers quelque chose d'autre, eh bien en fait c'est très difficile. Donc déjà, de voir que oui, dans la pratique, il y a des entreprises qui arrivent à fonctionner. Donc ça, c'est notre premier rôle. Et notre deuxième rôle, c'est d'être dans le peer-to-peer, dans le partage. Donc on a des cercles de dirigeants, on a des learning expéditions. On souhaite monter aussi des cercles de partage d'employés. Après, ce qu'on voit, c'est que c'est un changement complet de culture d'entreprise. Et ça, c'est... Voilà, donc moi, j'ai cette approche d'interculturel en allant en Inde, mais en fait, c'est cette même dynamique quand on veut aller dans cet autre fonctionnement. Et donc après, effectivement, ça veut dire que le rôle des managers change complètement. Au lieu d'être descendant et effectivement contrôlant, eh bien, on appelle ça des managers serviteurs, quelque part. Ça veut dire qu'ils vont être au service de leurs équipes. Parce que c'est les personnes qui sont dans les équipes qui savent mieux faire leur travail. Et ce qu'on va leur demander, en fait, ce qu'on va demander à chaque personne, c'est d'être un petit peu moins, d'avoir un petit peu moins le rôle français râleur. Parce qu'en fait, les Français sont connus dans le monde pour râler. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été fort, quoi. On a un esprit qui nous aide à identifier tout ce qui ne va pas. Donc on est très très fort là-dedans. Et dans la Silicon Valley, par exemple, on embauche des Français juste pour identifier tout ce qui ne va pas. Et typiquement, donc quand j'étais en Inde, c'était très intéressant parce que voilà, les Français savent identifier tout ce qui ne va pas. Les Indiens ne le savent pas, pas forcément. Et par contre, les Indiens, dès qu'on identifie une adversité, une difficulté, automatiquement ils le transforment en opportunité. Donc on parle ça dans l'innovation Jugad, c'est un autre sujet que je développe. Le premier principe, c'est transformer toute adversité en opportunité. Et donc du coup, c'est intéressant aussi d'avoir des cultures différentes pour aller vers cette solution. Et donc ce qu'on demande en fait dans ces entreprises plus humanistes et responsabilisantes, c'est quelque part de se dire utilisons pleinement notre talent qui est d'identifier tout ce qui ne va pas,
mais par contre de ne pas se limiter à ça et d'aller vers qu'est-ce que je pourrais imaginer comme solution ou qu'est-ce que j'aimerais, et ensuite peut-être monter une équipe projet pour trouver une solution. Et donc du coup le rôle du manager, il va être là pour favoriser le peer-to-peer, donc c'est-à-dire peut-être favoriser l'accès à certains experts dans l'entreprise ou à l'extérieur via des formations. Voilà, vous par exemple concrètement du coup, qu'est-ce que vous avez vu comme type de pratique dans ces entreprises qu'on dit libérées? C'est ça, c'est par exemple un ouvrier qui va, dans son travail de tous les jours, il a quelque chose qui fait qu'il a mal au dos et il s'aperçoit que peut-être en changeant un petit peu la machine ou en changeant le process, eh bien il aurait moins mal au dos. Parce que voilà, au lieu de faire ce mouvement, il va faire plutôt ce mouvement. Et ben, du coup, il peut choisir, avoir un moment de son temps, effectivement, monter un projet pour changer les process, peut-être pour changer la machine, peut-être, etc. Donc ça peut être très très concret, et quel que soit en fait le niveau hiérarchique dans l'entreprise. Donc comme je disais, ça peut être des ouvriers, ça peut être des gens à n'importe quel poste. Et par exemple, parce qu'on dit aussi souvent de l'entreprise libérée qu'elle permet l'émancipation des salariés, qu'elle permet aux salariés d'être mieux et d'avoir plus de bonheur au travail, on entend souvent ces termes-là. Et du coup, on parle aussi d'empowerment du salarié. Et comment est-ce que, par exemple, un salarié il pourrait reprendre le dessus sur ses compétences? Comment est-ce qu'il pourrait aller se former lui-même, même dans un métier qui est différent du sien? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises libérées, l'employeur laisse la place à son salarié d'accéder à des formations, de prendre du temps pour se former à autre chose, et ce genre de pratique? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est développé ou... Alors, suivant voilà, où on est l'entreprise dans sa libération, effectivement, c'est vraiment un changement culturel. Ça veut dire qu'on va autoriser quelque part ses employés à sortir de l'entreprise. Donc typiquement dans la région, ici, on a des événements comme Agile Aix-Marseille, ou comme tout à l'heure, il y avait un intervenant de The Changemaker, qui est notre association, qui organise des événements sur une demi-journée. Nous, on organise par exemple des événements sur une journée. Il y a eu le projet Lab, qui était une soirée dans une journée. Et donc typiquement, les entreprises peuvent se dire, tiens, c'est une autre façon de se former. Au lieu d'avoir une formation classique, j'autorise mes employés à, pendant une journée, une demi-journée ou une soirée, aller à des événements extérieurs, et quelque part, ils en ressortent grandis. Donc ça, c'est un premier niveau. Je prends une question. Ouais, on va prendre des questions rapidement et puis après, soit on continue à échanger ici, soit on continue à échanger là-bas. Ouais, allez-y. Du coup, on va juste prendre des questions et on voit si on y répond maintenant ou après. Donc, pour apprécier le phénomène de disruption dans la formation et de la formation, je prendrai un exemple et je pense que vous en avez des experts ici. Est-ce que par exemple l'école 42, créée par Daniel Niel, procède d'une pédagogie super à pair, mais est-ce que c'est de l'e-learning? Est-ce que c'est un enseignement simplement qualifiant? Premier point. Deuxièmement, donc, il me semble qu'il faut aussi prendre une profondeur historique à tous ces phénomènes. Il est évident que des métiers tels que le métier de chirurgien sont des métiers où la formation est entièrement de pair à pair. Il est impossible de faire encore. Quand on interroge un chirurgien pour lui demander quand est-ce qu'il a opéré pour la première fois, il est incapable de répondre. Parce que, justement, c'est un travail qui se fait par un échange en groupe sur le patient. Il me semble également que le compagnonnage, par exemple, a développé cette articulation entre une formation théorique, une formation pratique, où la formation et l'apprentissage sont vraiment tout à fait confondus l'un à l'autre. Sur l'entreprise, et toujours pour prendre un petit peu de la profondeur historique, il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, et avant même que Taylor ou Fayol n'invente le travail en miettes, il a existé des projets comme les Saint-Simoniens, les phalanxères, les coopératives, où justement les deux facteurs de production sur le capital et le travail étaient amenés à causer. Dernier point, j'en terminerai là-dessus, le comité d'orientation de l'emploi vient de produire un rapport
qui fait un peu pièce au rapport américain qui vise à dire dans les 20 ans, il y a des tas de métiers qui vont disparaître, tout va être robotisé. En fait, là, il y a une analyse beaucoup plus fine parce qu'elle se fait tâche par tâche et qui vise à démontrer qu'en fait, c'est certaines fonctions dans bon nombre de métiers qui sont appelées à disparaître. Donc, ça nécessite non pas une remise à zéro de tous les compteurs, une tabula rasa, mais simplement une formation, justement, pour les personnes qui exercent tel métier, telle fonction, sur des points qui sont relativement limités. Donc là, effectivement, tout ce qui est proposé par Louis Cher a encore plus de sens, à mon avis, que si on voit les choses d'un point de vue, disons, purement macroscopique. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces remarques. Du coup, pour répondre à la première question, l'école 42, il me semble que c'est un peu un mix entre tout ça, parce qu'il me semble qu'à l'école 42, il y a des enseignants qui enseignent... Il n'y a pas d'enseignants du tout? Alors, pour 42, si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Je l'ai visité, je suis en contact avec le directeur pédagogique, donc ce sera avec plaisir. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'école 42, ils vont encore plus loin, dans le sens où là, je crois qu'ils ont un projet de co-living qui est justement ce type de lieu, qui va encore plus favoriser en fait les échanges et la création d'une communauté qui va permettre du coup de diffuser un maximum, enfin qui va permettre de diffuser encore plus ce type de pratique. Voilà. Ensuite, après, pour ce qui est de l'éducation en pair à pair et de l'historique de ce type de pratique, en effet, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et nous, ce qu'on vient poser ici, c'est pas l'innovation de l'outil, mais c'est plutôt l'intérêt de diffuser ce genre de pratique un peu plus dans les entreprises et dans les autres organisations. On va prendre du coup quelques questions et après on va conclure. Juste pour la date, vous avez parlé de l'entreprise libérée. Donc, est-ce que l'entreprise libérée, pour vous, elle est possible à mettre en place dans tous les types d'environnements, selon toutes les tailles d'entreprise, toutes les organisations? Et comment, par exemple, moi je travaille dans l'administration publique, donc comment c'est intéressant, peut-être qu'on en parlera après, pour s'imaginer Donc, juste en deux mots, effectivement, en fait, il y a des expériences d'entreprises libérées ou de libération dans tous les secteurs, dans toutes les tailles. Au niveau du service public, il y a un très très bel exemple fait par Laurence Vanet, qui est au ministère de la Santé belge. Elle travaille elle intervient énormément en France aussi. Maintenant, elle est Chief Happiness Officer et elle accompagne les entreprises et les administrations. Donc, ça se fait aussi bien au niveau public que privé. Et au niveau taille d'entreprise, il n'y a pas de limite. Sauf que, évidemment, des très grandes entreprises, quelque part, elles vont se redécouper en d'autres formes, suivant la composition de l'entreprise, puisque l'objectif c'est d'avoir un côté humain. Donc, mais là, il n'y a pas de règles, justement, c'est ça, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est en faisant et suivant chaque cas, et suivant aussi la culture de l'entreprise, parce que ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, pour aller dans cet épanouissement des salariés, eh bien, en fait, ce que l'on cherche, c'est à redonner du sens sur chacun, en fait, dans chaque poste, redonner du sens. Et donc, c'est aussi de partager la vision de l'entreprise, la mission, les valeurs de l'entreprise, et que ça ne soit pas juste le dirigeant qui décide de ça, mais que ça soit fait de manière beaucoup plus en partage. Et donc, ce que l'on voit, c'est que pour ces entreprises qui fonctionnent de cette manière-là, il y a des nouveaux métiers, en fait, qui se créent, qui sont, parce que c'est un gros changement culturel. Et même si on est convaincu, ça ne se fait pas comme ça. Parce que nous, au niveau de MOM 21, du coup, les projets, on les mène de cette façon-là. Et en fait, on voit bien que l'on est très empris quand même par notre passé et que même si on a toute la bonne volonté, même si on a toutes les techniques, parfois, c'est pas si évident que ça. Donc, on expérimente. Merci beaucoup. Du coup, on va continuer à échanger. On se pose des questions entre nous là, parce qu'il est un peu tard et que je pense que vous avez faim et soif. Du coup, juste pour finir, en fait, nous, on se demandait si vous aviez un peu plus de temps,
qu'est-ce que vous feriez? Comment est-ce que vous iriez monter en compétences sur vos projets, sur vos métiers? Quelles compétences vous aimeriez acquérir en plus? Et quels outils du coup vous aimeriez utiliser? Donc voilà, on peut continuer à échanger après. Je vous parle juste du coup de la prochaine conférence du second Wishart Talk qui aura lieu sûrement en mars ou en avril et qui sera sur les civic tech et la démocratie participative. Donc restez connectés et bon apéro.